Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le président Guelleh a reçu les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Toujours dans l'actualité nationale, mais à Dikil, la célébration de la journée mondiale de l'alimentation à Dikil. Aux nouvelles mondiales, au Nigeria, plus de 140 morts dans l'explosion d'un camion-citerne. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en milieu de matinée, au Palais de la République, les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la République algérienne auprès de la République de Djibouti, M. Mohamed Nasser Bessalkia. L'ambassadeur a saisi l'occasion de la remise de ces lettres de créance pour faire état de sa détermination d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié, d'échange et de coopération entre la République de Djibouti et l'Algérie. Il a souligné l'importance de partenariats qui existent entre la République de Djibouti et la République de l'Algérie dans différents secteurs d'activité, notamment l'éducation, échange économique, culturel, social. L'ambassadeur a transmis également au président Guelleh les salutations de son homologue, le président de l'Algérie. M. Abdelmajid Tebboune, le nouveau représentant de l'Algérie à Djibouti, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence, le président, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Ensuite, il mit à profit cette audience pour remercier le président Guelleh pour son rôle hautement positif et influent dans la promotion de la paix dans cette région. Il a indiqué également son engagement pour œuvrer pour renforcer davantage les relations entre les deux pays, consolider la coopération entre l'Algérie et Djibouti dans divers domaines et promouvoir les liens historiques et culturels entre nos deux peuples. Le président a également reçu la lettre de créance de la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Denisa Elena. Dans une brève allocution, la nouvelle ambassadrice a exprimé le rôle et l'importance de Djibouti pour la promotion de la paix et la stabilité dans la région. L'ambassadrice a réitéré sa pleine et entière détermination pour renforcer davantage les liens de partenariat entre la République de Djibouti et l'Union européenne, étendus à de nombreux domaines de coopération tant au niveau national que sur le plan régional. En tant que chef de la mission diplomatique de l'Union européenne à Djibouti, j'ai bien mesuré la noble tâche que mes autorités m'ont donnée. Également la confiance que vous m'avez faite en m'octroyant l'agrément et également les responsabilités que cela implique, que je suis tout à fait engagée et assumée avec tous mes collaborateurs à mettre en pratique. Vous savez, comme le Djibouti est un partenaire important pour l'Union européenne, et ceci pour plusieurs raisons, mais notamment pour la politique de paix, de sécurité, de stabilité que le pays mène sous votre leadership. Le monde entier a besoin de cette politique qui rappelle les principes du droit international et la Charte des Nations Unies. La nouvelle représentante de l'Union européenne à Djibouti a ensuite mis à profit au cours de cette audience l'importance et le rôle majeur de Djibouti pour l'Union européenne, pour le renforcement de la paix et la stabilité dans cette région qui connaît des défis sécuritaires, mais aussi le renforcement des partenariats entre la République de Djibouti et l'Union européenne en matière de développement économique de Djibouti. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu également la lettre de créance de la nouvelle ambassadrice des États-Unis auprès de la République de Djibouti, Mme Cynthia. Au cours d'une allocution faite à la remise de cette lettre de créance au président de la République, la nouvelle ambassadrice américaine s'est réjouie de la nature privilégiée des relations entre son pays et la République de Djibouti.
Je suis reconnaissante de la grande opportunité de représenter mon pays ici et de contribuer à l'important travail de renforcement du partenariat solide et durable entre nos deux nations. Djibouti occupe à juste titre une position stratégique sur la scène mondiale et dans la Corne de l'Afrique, notamment en matière de sécurité régionale, de stabilité et de croissance économique. Sous votre direction, Djibouti a fait des progrès impressionnants dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement. La résilience du peuple djiboutien est une source d'inspiration et je suis impatiente de soutenir ces efforts. En tant qu'ambassadeur, je m'engage à renforcer les liens diplomatiques, économiques, sécuritaires entre nos deux pays. Les États-Unis considèrent Djibouti comme un partenaire essentiel et je me réjouis de poursuivre notre étroite collaboration et travailler ensemble pour une prospérité mutuelle et un succès partagé. Représentante des États-Unis à Djibouti a ensuite mis à profit cette audience pour remercier le président Guelleh pour le précieux concours apporté à la nation amie américaine. La nouvelle ambassadrice des États-Unis auprès de la République de Djibouti a par ailleurs rendu hommage à la politique judicieuse et sage du président de la République, El Hadji Ismaël Omar Guelleh, tant pour la promotion de la paix et la stabilité dans la région, mais aussi pour le développement enregistré sous sa leadership. Le président Guelleh a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates à Djibouti. Le chef de l'État a également affirmé aux ambassadeurs son soutien total et de celui du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission dans notre pays. Autre actualité de ce soir, à la suite de la projection du premier rapport sur la création d'un centre financier régional, s'en est suivie une autre projection relative à un nouveau modèle de croissance qui intègre des éléments essentiels pour son développement économique. Un nouveau modèle qui vise non seulement à diversifier l'économie, mais aussi à établir Djibouti comme un carrefour financier et clé dans la région. Ce modèle de croissance novateur a été proposé visant à transformer le pays en un véritable hub économique en Afrique de l'Est. Une nécessité impérative pour diversifier l'économie. Fort de ce succès basé sur les architectures portières, ce nouveau modèle de croissance met l'accent sur l'importance cruciale de la diversification. Djibouti doit se tourner résolument vers des secteurs d'avenir tels que les télécommunications, la fabrication, la pêche et le tourisme. Cette approche permettra de réduire la vulnérabilité de l'économie face aux aléas des marchés internationaux. Au cœur de cette transformation, l'éducation et la santé jouent un rôle prépondérant. Pour bâtir une main-d'œuvre compétente, il est essentiel d'améliorer la qualité de formation et d'assurer l'accès à des soins de santé de qualité. En investissant dans le capital humain, Djibouti se prépare à relever les défis de demain. Le secteur privé n'est pas en reste, il est le véritable moteur de l'économie avec la création d'un nouveau centre financier. Le gouvernement va faciliter l'accès au financement, encourageant ainsi l'entrepreneuriat et stimulant l'innovation, deux vecteurs qui sont indispensables pour générer des emplois durables et pérennes. De ce fait, il est impératif que Djibouti identifie ses avantages comparatifs en se spécialisant dans des produits de niche comme certaines ressources halieutiques et des biens manufacturés. Le pays pourra solidifier sa place dans les chaînes de valeur mondiales. L'intégration dans ces réseaux de production internationaux est également essentielle pour maximiser les retombées économiques. Ensuite, c'était hier que Djibouti a franchi une étape décisive dans son ambition de devenir un hub financier régional avec la tenue d'une réunion de haut niveau au Kempinski Palace, présidée par le ministre des Finances, son Excellence M. Ilyes Moussa Dawale. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à diversifier l'économie du pays et à renforcer son rôle sur la scène internationale conformément à la vision Djibouti 2035. La réunion a rassemblé des représentants des grandes institutions financières telles que la Banque africaine de développement et les cadres des institutions bancaires ainsi que des acteurs clés du secteur privé. L'objectif principal de cette rencontre était de définir les stratégies nécessaires pour mettre en place un centre financier régional à Djibouti en s'appuyant sur un écosystème financier solide et attractif capable de soutenir la croissance et diversifier les ressources de revenus. Au cœur des discussions figurait la nécessité de mobiliser des ressources financières pour moderniser les infrastructures déjà existantes et promouvoir l'innovation dans le secteur financier. La diversification économique est d'autant plus cruciale dans le contexte actuel où des projets de corridors alternatifs se développent dans la région, notamment en Éthiopie et au Kenya. Ces corridors risquent de réduire les revenus issus des infrastructures portières djiboutiennes, soulignant la nécessité pour le pays de retrouver de nouvelles sources de croissance. Cette réunion a été saluée par les participants comme une occasion de
nouer des partenariats stratégiques et d'échanger des idées visant à renforcer l'attractivité de Djibouti sur la scène internationale. Écoutons à présent un extrait du discours de la vice-présidente de la BAD. L'étude propose un nouveau modèle de croissance pour Djibouti allant au-delà des activités portuaires traditionnelles, afin de diversifier l'économie et d'assurer une croissance soutenue et inclusive. La seconde étude porte sur la faisabilité de la mise en place d'un centre financier régional, une initiative visant à positionner le pays comme un hub financier de premier plan dans la région. La Banque africaine de développement n'est pas seulement une institution qui finance des projets d'investissement qui impactent la vie des populations africaines. Notre rôle également, en tant que banque de savoir, est de créer des connaissances alignées sur la demande de nos pays membres, comme le Djibouti. Mesdames et messieurs, le lancement de ces études intervient à un moment où Djibouti procède à la review de son programme national de développement, Djibouti ici, 2020 à 2024. Cet exercice de review est essentiel parce qu'il permet de mesurer les avancées réalisées depuis 2020 dans la mise en œuvre de ces programmes, mais aussi d'analyser les défis persistants, notamment au niveau des inégalités socio-économiques et du modèle de croissance du pays. Nous sommes convaincus que les recommandations des deux études qui seront lancées aujourd'hui enrichiront les réflexions en cours pour la préparation du prochain plan national de développement 2025 à 2029. Ensuite, nous allons écouter le ministre Elias Moussa Dawale qui a souligné l'importance de renforcer le marché monétaire tout en développant de nouveaux services financiers adaptés aux besoins de Djibouti et de la région. Djibouti, pendant ce temps, a eu, tout au moins pendant les 2 dernières décennies, une situation et une croissance économique continue, forte, avec des gains sur beaucoup d'indicateurs au niveau socio-économique, macroéconomique, etc. Durant ces 2 décennies de croissance, malheureusement, le modèle de développement sur lequel nous avons évolué n'a pas été suffisamment inclusif en termes d'emploi, entre autres. Et il n'a pas été également inclusif sur le plan spatial. C'est vous dire combien, dans l'avenir, les défis sont importants et sont nombreux. Et c'est à cela que nous devons aujourd'hui d'inverser la tendance, de s'assurer que notre développement puisse être résilient. On sait que par rapport à donc ces différents défis, les jeunes sont de plus en plus nombreux également en République de Djibouti. Ces jeunes, ils sont de plus en plus éduqués. Malheureusement, et pendant ces temps, notre modèle est resté sur la base d'un modèle économique dual. Une économie très moderne, très puissante, tirant l'essentiel de cette croissance dont nous avons parlé, et une autre économie traditionnelle, faible, mal organisée, principalement informelle. Il n'y a pas encore cette interaction entre ces deux économies. Donc la question qui se pose aujourd'hui à nous, et c'est ce que cette étude, entre autres, essaye d'apporter, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Sommes-nous en mesure d'inverser ces tendances, de profiter de tout le potentiel que Djibouti dispose? Nous avons énormément de potentiel au jour d'aujourd'hui encore non exploité. Pour moi, je pense que, et ça tombe bien, dans le contexte où nous sommes en train de préparer le plan national de développement, 3e de sa génération, c'est de réfléchir ensemble. Quel autre modèle devons-nous mettre en place pour, j'ai dit et je le répète, toutes ces opportunités importantes à notre disposition?
Dans certains secteurs, nous avons des avantages comparatifs absolus. Dans d'autres, nous avons des avantages relatifs. Comment maximiser maintenant, comment créer des emplois autour de ces secteurs et qu'est-ce qu'il nous faut pour justement inverser la tendance et s'assurer que la transformation économique de Djibouti produise une croissance inclusive. Actualité mentionnée dans le titre, la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en grande pompe cette année dans la région de l'unité d'Ikil, sous l'égide de son Excellence, M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Cet événement d'envergure a rassemblé plusieurs personnalités de haut niveau, notamment M. Mohamed Ahmed Awale, le ministre de l'Agriculture, le représentant de la FAO, le représentant du PAM et le coordinateur résident des Nations Unies par intérim et la directrice pays du FIDA. Étaient également présents le préfet de la région, le préfet et le président du conseil régional d'Idikil, ainsi que des partenaires du développement, renforçant l'importance de cette journée dédiée à la lutte contre la faim et la malnutrition à Djibouti. Cette célébration marquée par des discours inspirants a également servi de cadre à l'inauguration de la nouvelle base technique du ministère de l'Agriculture. Cette infrastructure moderne où seront stockés les grands engins de la direction de l'eau et autres équipements est située à Dikil. Elle vise à rapprocher les services du ministère, le service du ministère des populations du Sud en leur offrant un accès direct à des équipements essentiels, notamment pour l'entretien des forages et autres infrastructures. Ce projet d'un coût de plus de 200 millions de francs Djibouti constitue un investissement majeur en faveur de la population rurale. Par ailleurs, une deuxième base technique est en cours de construction dans le nord à Tadjoura et couvrira également la région d'Obok. Par ailleurs, plusieurs personnalités ont pris la parole au cours de cet événement pour rappeler l'importance de la sécurité alimentaire et des initiatives locales en faveur d'une agriculture durable. Les sages de la région ont ouvert la cérémonie en soulignant le rôle vital de l'agriculture pour les communautés locales, suivi des interventions du préfet et du président du conseil régional qui ont tous deux salué les progrès accomplis grâce à la coopération entre le gouvernement et ses partenaires internationaux. L'inauguration de cette base technique, une première pour la région, témoigne de l'engagement du gouvernement à investir dans le milieu rural et répondre aux défis économiques et climatiques. Cet événement symbolise l'engagement collectif du gouvernement djiboutien, des Nations Unies et de leurs partenaires à œuvrer ensemble pour un avenir où chacun pourra jouir du droit fondamental à une alimentation adéquate. On écoute les propos du représentant du PAM. Voici ses dires. Pour moi, un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom du système des Nations Unies à Djibouti, à cette célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, dont le thème est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Un thème qui nous interpelle tous. Il nous rappelle que l'accès à une alimentation adéquate n'est pas seulement une question de bien-être, mais un droit fondamental pour chaque être humain. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, je voudrais partager avec vous le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation. Un monde dans lequel des milliards d'enfants, de femmes et d'hommes souffrent de la faim et de malnutrition, c'est un monde qui va très mal. En cette journée mondiale de l'alimentation, nous nous tournons vers 733 millions de personnes qui, victimes de conflits, de marginalisation, de changement climatique, de la pauvreté ou de la récession économique. Ensuite, la directrice pays du FIDA, Mme Racha, et le représentant de la FAO ont rappelé l'engagement à soutenir les agriculteurs djiboutiens. Celle d'inaugurer la base régionale d'Ikhil qui matérialise la vision de Monsieur le ministre et la vision du gouvernement de Djibouti pour la déconcentration des services du ministère de l'Agriculture. Je suis très émue d'être avec vous aujourd'hui parce que j'étais là au mois de février. On était seulement à la deuxième couche de terrassement. Et vraiment aujourd'hui de voir tout cet édifice prêt
pour recevoir le personnel du ministère de l'Agriculture et de fonctionner en véritable sous-direction régionale qui va apporter un encadrement de proximité à la population agricole de Dikhil me donne beaucoup de satisfaction. Et c'est vraiment, je suis très fière de cette collaboration avec le ministère de l'Agriculture, mais également avec ce travail acharné qui a été fait par la sous-direction régionale de Dikhil, la préfecture et mes collègues du projet de gestion intégrée des ressources en eau pour bâtir ce bel édifice où on est aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'alimentation sous l'égide du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage et des ressources halieutiques. Cette année, la région de Dikhil a été choisie pour abriter cet événement. Cette localité recèle un immense potentiel agricole. Nous remercions chaleureusement le ministère pour ce choix judicieux et pour le précieux accompagnement. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tradition de la FAO veut que le représentant de chaque pays reprenne le discours de Dr Chiu Dong-yu, directeur général de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, à l'occasion de la Journée mondiale d'alimentation. Bien que Djibouti soit considéré comme un pays aride, nous sommes convaincus qu'en unissant nos efforts, nous pouvons ensemble œuvrer pour une transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces. On écoute à présent le préfet de la région de Dikhil qui a salué cette initiative. Avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que nous réunissons aujourd'hui pour célébrer des événements majeurs pour notre région, la région de l'unité. L'inauguration de la base régionale du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques à Dikhil, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation, nous rappelle les défis auxquels nous devons répondre pour assurer à nos populations une vie meilleure et plus prospère. Chaque année, le 16 octobre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'alimentation sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. En 2024, le thème retenu est les droits aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Ce thème incarne notre devoir collectif de garantir à chaque citoyen un accès équitable à une alimentation saine en tant que droit fondamental. Notre pays, et en particulier notre région de Dikhil, riche de ses ressources naturelles, doit se positionner en exemple dans la réalisation de ses objectifs vitaux. Son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, l'a souvent souligné. Dikhil est une terre fertile aux grandes potentialités agricoles. Il nous incombe aujourd'hui de transformer ces potentialités en réalisations concrètes. L'inauguration de cette base régionale constitue un levier stratégique pour y parvenir. Elle n'est pas seulement une infrastructure, elle symbolise notre engagement à relever les défis de la sécurité alimentaire et à préserver les ressources naturelles, en particulier l'eau, pilier central de tout développement agricole. La Journée mondiale de l'alimentation nous rappelle aussi que l'alimentation, tout comme l'eau, est un besoin essentiel de l'humanité. Dans son discours, le ministre de l'Agriculture a mis en avant le rôle stratégique de cette infrastructure. L'événement annuel qui revêt une importance particulière pour notre pays se tient cette année dans la région de Dikhil, une localité reconnue pour son potentiel agricole exceptionnel. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les participants ici présents pour marquer cette journée sous le thème inspirant « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Ce thème résume parfaitement notre engagement collectif en faveur d'une sécurité alimentaire durable et équitable, un objectif qui est au cœur des priorités de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, et de la vision structurée de l'avenir qu'il a pour le développement harmonieux de notre pays et le bien-être de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais dire que Dikhil, ainsi que les autres régions de la République de Djibouti, disposent d'un écosystème aride, ballotté par les aléas climatiques en cette période de changement climatique.
Je voudrais dire, sans perturber le thème de la journée, je voudrais dire que pour ces pays, ce n'est pas le droit aux aliments qui est prioritaire. C'est le droit à l'eau, la lutte contre la soif d'abord. C'est pour cela que cette base technique a été créée, pour que les 174 forages qui se trouvent dans les régions de l'intérieur, et en particulier Dikil et Tadjoura, pour qu'on puisse prendre une base technique de proximité. D'ici la fin de l'année, la base sera remplie. Cette base régionale sera une base de décollage pour la région agricole de Dikil. La vallée de la Ouache pénètre au niveau du lac Abbé, et les eaux souterraines qui circulent ici, ce sont les eaux de la vallée de la Ouache. C'est pour cela, grâce à la vision structurée du président de la République, il sera créé prochainement un potentiel phénicicole, une grande palmeraie d'une grande envergure au niveau du bassin de Hanlé, qui est une région potentiellement agricole puisqu'il y a l'eau et le soleil. Une nouvelle ère de verdissement a pris son envol dans le chef-lieu de Dikil. La préfecture de Dikil et le conseil régional ont uni leurs forces pour lancer une campagne de plantation d'arbres sur les artères de la ville, symbolisant un engagement en faveur de l'environnement et du développement durable. Le préfet de Dikil, M. Hassan Abdelrable, et le président du conseil régional de Dikil, M. Mad Hussein Ahmed, ont donné l'exemple en prenant les outils à la main pour inaugurer cette noble initiative, toujours accompagnée du ministre de l'Agriculture et sa délégation. Leurs efforts ont été salués par une foule impressionnante rassemblant des représentants des services déconcentrés, de la police, de l'armée, de la gendarmerie ainsi que des organisations associatives locales. Cette campagne de plantation d'arbres se poursuivra dans les quartiers de la ville et s'étendra à l'ensemble de la région, y compris dans les établissements des services déconcentrés. L'objectif de cette initiative est de favoriser la préservation de l'environnement, d'améliorer la qualité de l'air et de contribuer à la beauté naturelle de la région de l'unité. La préfecture de Dikil et le conseil régional appellent tous les résidents, les institutions locales et les acteurs de la société civile à se joindre à cette noble cause en plantant des arbres et en prenant soin de notre environnement commun. À la journée mondiale de l'alimentation qui est communément et traditionnellement célébrée le 16 octobre. Nous avons procédé aussi à l'inauguration d'un centre du ministère de l'Agriculture consacré au génie rural et bien sûr au stockage des produits agricoles. Nous avons accueilli les différents responsables, les ministres de l'agriculture, en tant qu'agriculteur et aussi président de la coopérative de Gobad. Je crois que ce centre nous facilitera beaucoup de choses. Il nous permettra de faire face aux pannes hydrauliques et aussi à des défis agricoles. Nous demandons aussi à ce que tout ce qui est prévu pour la région de Dikil en matière d'aide agricole soit stocké ici et distribué à partir de là. Ça nous permettra de gagner du temps et en fonction de nos besoins. L'ambassadeur, son Excellence Aden Mohamed Leïta, a conduit une délégation djiboutienne à Lisbonne, en Portugal, pour participer à une réunion conjointe de haut niveau des processus de Khartoum et de Rabat tenue du 16 au 17 octobre 2024. Cette rencontre, co-présidée par l'Égypte et le Portugal, a réuni des ambassadeurs africains et européens pour discuter des routes migratoires entre l'Afrique et l'Europe sous le thème « Valoriser la coopération Afrique-Union européenne, des voies innovantes pour la mobilité des compétences ». La réunion organisée tous les 2 ans constitue une plateforme stratégique pour définir les orientations politiques
des prochaines années dans le cadre de la coopération migratoire entre les deux continents. À cette occasion, l'ambassadeur d'Ileta a été accompagné par Mme Farhiya Jama, conseillère technique au ministre de la Justice, et M. Abbas Elmi, premier conseiller à l'ambassade de Djibouti. Cette rencontre a permis d'aborder des solutions novatrices pour faciliter la mobilité des compétences entre l'Afrique et l'Union européenne, consolidant ainsi les relations bilatérales et offrant de nouvelles perspectives pour les échanges humains et professionnels. L'Union interparlementaire a ouvert les travaux de sa 149e assemblée à Genève du 13 au 17 octobre 2024, une délégation parlementaire conduite par l'honorable Nimo Bulhan Hussein est composée des honorables Elmi Mahabbe Waïs, Hassan Adengedi et Abdallah Mohamed Roufa, qui ont participé à ce moment aux différents événements de cette institution parlementaire internationale. Le Forum des femmes parlementaires était le principal événement qui a lancé les activités de cette session de l'UIP le dimanche 13 octobre 2024. L'honorable Nimo Bulhan Hussein a activement contribué à la thématique retenue cette année, à savoir l'impact de l'intelligence artificielle au service de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Par la suite, les travaux de la scène publique ont débuté le lundi 14 octobre 2024 et se dérouleront tout au long de la semaine avec l'adoption de plusieurs projets et de résolutions. À noter que les travaux des commissions et des forums se déroulent de façon concomitante. L'honorable Elmi Mahabbe Waïs a pris part aux réunions consacrées au développement durable, notamment à la question de l'impact du changement climatique et dans les zones montagneuses, ainsi que la réunion débat sur les thèmes le développement parlementaire comme rempart face à l'érosion démocratique. Le directeur général de la PDSA, DMP, M. Jama Ibrahim Darar, et une délégation importante, a été invité à participer à la conférence intitulée « Atelier d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement » qui s'est tenue le 8 et 9 octobre 2024 à Houston, Texas. Cet événement avait pour objectif de montrer les défis liés au mécanisme global du transport de la chaîne logistique avec l'ensemble des difficultés liées au processus de l'acheminement du cargo vers la destination finale. Cette conférence est une véritable opportunité pour discuter davantage sur le déploiement des futurs travaux sur la chaîne logistique de la région et identifier les modalités pour améliorer le stockage et transit des cargaisons d'aide alimentaire ainsi que les méthodes de fumigation utilisées pour lutter contre l'infestation de la marchandise. Le directeur général de la DMP, M. Jama Ibrahim, a eu l'honneur de faire une présentation de nos ports en tant que plateforme régionale et internationale afin de démontrer que DMP est un facteur clé pour l'acheminement des produits d'aide alimentaire de l'USAID destinés à la région et aussi pour affirmer le rôle primordial que Djibouti joue pour améliorer la chaîne logistique à travers la Corne d'Afrique grâce à sa position. Le mercredi 16 octobre, l'Association des femmes obokoises pour le développement a organisé un atelier de lancement du projet d'appui à la coopérative des femmes pêcheurs d'Obok. Ce projet financé par l'ambassade de France à travers le fonds Équipe France pour les OSC vise à appuyer l'autonomisation économique des femmes pêcheurs en renforçant leurs capacités matérielles et techniques. L'atelier qui s'est tenu dans la salle de réunion du conseil régional d'Obok a réuni plusieurs personnalités, dont le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden, le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ismail, ainsi que des représentants de l'ambassade de France. Le projet, dont les activités incluent la fourniture de congélateurs et éclairage scolaire, des glacières pour le transport des poissons, des GPS pour localiser les bancs de poissons, ainsi qu'une série de formations en gestion de projet, gestion des affaires, entrepreneuriat et marketing numérique qui visent à transformer de manière significative les conditions de travail des femmes pêcheurs tout en stimulant leur intégration dans le marché local et régional. L'idée de financer le 4e projet sur Obok avec vous, la FOD, sur la structuration de la coopérative des femmes pêcheurs d'Obok. Et je dis bien des femmes pêcheurs d'Obok puisque je pense que c'est inédit sur Obok puisque ce métier est souvent assimilé à un métier homme. Et là, je suis fière que vous soyez ici, présente, pour partager toute votre expérience, mais aussi aider à vous structurer au niveau de l'association à travers ce financement, à travers la formation, l'achat de l'équipement et porter ce projet et cette filière, puisqu'à Djibouti, vous avez un nombre de kilomètres côtières importante et que vous avez une richesse à portée de bras, qui est le poisson, ce qui permet aussi d'assurer dans un premier temps votre sécurité alimentaire et ensuite, comme vous le disiez précédemment dans les échanges, de pouvoir développer ce secteur et cette structuration de filière qui est la pêche ici à Obok.
Venu au niveau des familles et du village et de la ville et de pouvoir porter les couleurs d'Obok déjà à Djibouti et aux alentours à l'extérieur. On écoute un extrait du discours du président du conseil régional. Vous savez, les autorités régionales et préfectorales que nous sommes toujours aux côtés de ces genres d'initiatives. C'est très important pour nous. Obok, avant tout, c'est une région de pêche. C'est une région de pêche. C'est une région où aujourd'hui la pêche est au niveau artisanal. Aujourd'hui, il y a juste le pêcheur, il ne capture pas autant de poissons qu'il le voudrait, qu'il le pouvait, pour plusieurs raisons. La première des choses qui revient souvent, c'est que quand on capture ces poissons et que les poissons étant un produit qui périt très vite, il faut qu'il y ait donc un marché. Donc Obok, c'est un petit village, c'est une petite ville pour le moment. Et l'idée que les jeunes femmes et les femmes qui sont ici exprimées, c'est de pouvoir exporter, c'est de pouvoir vendre les poissons bokois. D'abord, donc à l'intérieur de Djibouti, donc aux régions du sud comme Addis Abeba, comme Dikil, ou après aussi donc aux pays donc avoisinants comme l'Éthiopie et le Yémen aussi, là où vraiment les poissons sont trop prisés. Et les dernières choses qu'on peut demander également à l'ambassade de France, c'est que vraiment ce genre de projet ne puisse pas s'arrêter à ces niveaux-là, mais qu'on puisse donc aller dans une deuxième phase où on va étendre. Ça pour nous, ce sera une phase pilote. Mais une fois que ces projets, ces rapporteurs, qu'on réfléchisse ensemble, on va vous appuyer pour aller encore plus loin et pour vraiment donc demander des équipements qui sont plus importants pour que le pêcheur et les femmes qui font la pêche vivent donc décemment de leur métier. Donc je réitère encore une fois mes remerciements à l'ambassade, à l'endroit de l'ambassade de France qui est représentée ici. Donc un grand merci aussi à monsieur le préfet qui est toujours à côté de nous, parce que le conseil régional, dans son plan de développement régional, l'appui aux femmes, l'appui à la pêche est très important. Ensuite, voici les dires du préfet de la région d'Obok, monsieur Moussa Aden Migane. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment content. Quand on dit pêcheur, on pense aux hommes. C'était un métier d'homme. Et maintenant que vous êtes rentré sur la place, il faut tenir. Vous avez reçu les formations et maintenant vous avez réalisé la première phase du projet PISCA. Vous avez vu que en travaillant de vous-même, votre vie a changé. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour aller encore plus loin, ne pas s'arrêter. Si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour vous encourager et pour vous dire que la préfecture d'Obok et le conseil régional seront toujours à vos côtés pour continuer et apporter surtout les fruits de votre travail. Certes, c'est la première phase, ce n'est que le début, la bataille est longue, ce sera difficile parce que devant vous, vous avez toujours les pêcheurs hommes qui sont là et qui s'imposent sur le lieu. Mais vous avez la préfecture et le conseil régional qui vont vous épauler. Et comme nous avons déjà remercié l'ambassade de France, j'espère qu'un autre projet sera reconduit pour aller encore plus loin, parce qu'on ne va pas se contenter seulement du marché d'Obok, mais on va aller plus loin pour améliorer cette filière à Obok-Djibouti, parce que le grand marché, c'est à Djibouti-Ville. Il y a encore 2 autres marchés que nous visons dans la convention que nous avons signée avec Addis Abeba, qui attend beaucoup de nous. Et ça, on va essayer donc petit à petit de résoudre les difficultés qui se dressent devant nous. Mais je suis convaincu que c'est ensemble que nous pourrons aller plus loin et que nous pourrons améliorer le développement de notre région. Et surtout, améliorer la condition de la femme à Obok. Ensuite, à Addis Abeba, un acte de vandalisme organisé a été perpétré sur l'ancien rail du chemin de fer dans le tronçon du secteur d'Aheto d'Asbio. Suite à des informations recoupées, la police du détachement d'Addis Abeba s'est rendue dans ce secteur pour constater le dégât sur place. Les forces de l'ordre ont observé que certaines sections des rails avaient disparu,
tandis que dans d'autres zones, les traverses ainsi que leurs boulons avaient été enlevés. Il apparaît que les malfaiteurs découpent les rails et les traverses dans le but de les revendre sur le marché noir de la ferraille. Grâce à l'intervention rapide de la police d'Alisabié, des individus impliqués dans ces actes ont été arrêtés et à l'issue de l'enquête, ils seront prochainement traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Ce vandalisme soulève des inquiétudes quant à la sécurité des infrastructures et à la préservation du patrimoine ferroviaire local. Le chef de la police détachement d'Alisabié, lieutenant Moussa Douxié-Bilé, a émis un avertissement clair et met en garde à toute personne tentée de commettre des actes de vandalisme après les récents événements sur l'ancien rail du chemin de fer. La police encourage la population à signaler toute activité suspecte afin de protéger les infrastructures et préserver le patrimoine local. Suite à des informations recoupées, la police détachement d'Alisabié s'est transportée dans ce secteur pour constater les dégâts. Des sections de rails manquent dans certains endroits. Les malfaiteurs découpent les rails et les traversent pour les revendre au kilo dans le marché noir de la ferraille. Des individus impliqués dans ces affaires sont arrêtés et à l'issue de l'enquête en cours, ils seront présentés devant la justice. La police met en garde toute personne qui serait tentée de reproduire de tels actes. Le directeur général de la police nationale et le préfet de la région d'Alisabié ont mis à leur disposition tous les moyens nécessaires afin de mettre fin à ces agissements et d'arrêter les auteurs. Dans la matinée du mercredi 17 octobre 2024, du 5 à 5 heures du matin, les gendarmes de la brigade Chermoussa en service de patrouille de surveillance sur la RN1. Immédiatement, les gendarmes procèdent à la fouille de la casse arrière de la moto et découvrent sur place 6 sacs de khat provenant de la contrebande. Les investigations entreprises par les enquêteurs mettent la lumière que ces marchandises étaient sur le point d'être écoulées sur le marché. La valeur marchande de ces produits s'élève à 1 million de francs Djibouti. À l'issue de cette saisie, les gendarmes participent avec les agents de la douane à la destruction de cette marchandise. Il est donc de rappeler que les produits de la contrebande constituent un manque à gagner à l'économie du pays. Conformément au texte en vigueur, le propriétaire de la marchandise sera traduit devant la justice pour intrusion des produits non taxés sur le territoire national. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, au Nigeria, plus de 140 personnes, dont des enfants, ont été tués et des dizaines d'autres blessés au Nigeria, après qu'un camion-citerne d'essence renversé a explosé en flammes alors qu'il tentait de récupérer le carburant qui s'écoulait du véhicule, ont annoncé mercredi les services d'urgence. L'explosion s'est produite après minuit dans la ville de Majiya, dans l'état de Jigawa, après que le conducteur du camion-citerne a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur une autoroute à proximité d'une université, a déclaré le porte-parole de la police. Les accidents mortels de camions-citernes sont fréquents au Nigeria, le pays le plus peuplé en Afrique. Il est également fréquent que des personnes récupèrent du carburant après de tels accidents. Les habitants qui ont entendu parler des derniers accidents se sont précipités sur les lieux et ont récupéré du carburant, déclenchant un gigantesque brasier qui a tué 94 personnes sur place. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.